l'équipe intitulée Contre-ressources. Nathalie, à toi. Bonjour à tous. Après le repas, on va vous présenter, toute notre équipe est là, j'en suis ravie. On va vous présenter notre projet Contre-ressources pour la transition du Grand Genève. Alors, on est... vous voyez un peu ce qui s'affiche, rien de nouveau. Ce qui est intéressant, c'est de savoir finalement pourquoi on en est arrivé là et se dire que quelque part, on a une conséquence quelque part des planifications qui visent le fonctionnement des machines. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous montrer que finalement, si on a perdu de la biodiversité, si on a ce réchauffement climatique, c'est quelque part, il y a eu un espèce de dysfonctionnement de notre façon de penser aussi. Et finalement, le Covid qui est arrivé a provoqué un arrêt total de ce rouage. Et là, ce qui était intéressant, c'était cette possibilité qu'on a eue de prendre de la hauteur, d'observer, et puis aussi de se rendre compte de tous ces éléments qui sont là et qu'on doit résoudre. Et en fait, le Covid, il nous a ouvert des perspectives. Alors, ces perspectives, c'est ce besoin d'espace public, mais c'est aussi comment on peut arriver à télétravailler, comment finalement, si on n'entretient pas les espaces, elles deviennent plus naturelles. C'est-à-dire, il y a plein de perspectives aussi qui s'offrent à nous. Et puis, comment on envisage le futur ? Ça, on s'est appuyé sur le travail des scénarios futurs de Holmgren, on en a déjà entendu parler ce matin, qui finalement fait 4 scénarios en fonction des changements climatiques et en fonction de la pénurie des ressources. Et puis, donc, il y a plusieurs, vous les voyez affichés, ces scénarios. Il y en a certains qui sont des scénarios de conquête, d'autres qui sont vraiment, comment on répond, donc conquête, d'autres qui sont des green tech, c'est vraiment des technologies, comment on arrive avec des technologies de durabilité à produire cette énergie dont on a besoin. Un scénario qui est la descente énergétique, qui est finalement ce scénario d'adaptation, et puis le scénario d'effondrement qui est quelque part là la visée la plus négative. Et puis nous, notre sensibilité, en fait, la façon dont on aimerait aussi, puisque c'est un choix à ce moment-là qu'on a, et on voit aussi à travers les scénarios de toutes les équipes, c'est comment on fait un choix de dire on va par là. Et nous, on voudrait vous amener en fait dans ce scénario de descente énergétique qui finalement est la plus proche de notre sensibilité et aussi du territoire, on va dire, du Grand Genève. Et cette ambition, elle vise à nous mettre plus proches finalement de la Terre, plus proche de notre paysage, parce que notre paysage, quelque part, c'est notre joyau. En fait, c'est ça qui va faire que l'agglomération du Grand Genève, elle est ce qu'elle est aujourd'hui et qu'elle est si attractive et qu'il y fait si bon vivre. Ce qu'on vous propose, en fait, on a aussi développé dans notre rapport, on a passé une bonne partie de l'étude à travailler ces 4 axes de projet qui sont pour nous assez fondamentaux puisqu'on estime que si on passe à travers ces 4 axes simultanément, on répond à la transition énergétique, à la transition écologique et énergétique du territoire. Ces 4 axes, ils doivent être pris en compte simultanément. Donc pour nous, il y a un point, le vert, que vous voyez, c'est la question des ressources, donc des ressources d'utilité publique au service de l'agglomération, donc un renversement de prendre en compte ces ressources, mais ces ressources, c'est un paysage productif, utile, et donc qui nous rend des services écosystémiques, un réseau d'échanges dense et de proximité avec une économie locale. Et puis, on a aussi des nouvelles gouvernances qui nous paraissent être importantes et aussi une renaissance finalement de nos tissus urbains avec l'outil des communs.
Donc voilà, ça c'est vraiment les 4 piliers de notre travail, et on va y faire référence. Tout ce qu'on va vous présenter dès à présent, ça va être vraiment une conséquence du travail à travers ces 4 axes. Et on a fait aussi donc 3 études de cas qu'on a appelées les laboratoires, qui visent, on a étudié un voisinage, donc c'est un tissu urbain existant en centre-ville. On a étudié une situation de frange urbaine donc dans ce qu'on appelait les nouveaux villages, qui se situent en territoire agricole. Et on a étudié aussi un laboratoire qu'on appelait les alpages, qui se situe justement sur les reliefs de l'agglomération. Et ces 3 laboratoires, on va essayer de vous les présenter à travers 4 convictions qu'on a pour l'avenir du Grand Genève, qu'on va vous présenter. Et je commence avec celui-ci, qui s'appelle « Vers un archipel de territoires locaux ». Pourquoi des territoires locaux? En fait, c'est vraiment pourquoi on veut redimensionner finalement les territoires au sein du Grand Genève. C'est vraiment cette question de rechercher quelque chose de plus petit, quelque chose qui a la bonne échelle de vie et qui évite finalement qu'on se déresponsabilise trop, puisque si le système est trop grand ou s'il est trop réplicable. C'est-à-dire que si les choses se passent partout, voilà, on n'est pas impliqué dans ce territoire. Donc cet redimensionnement, pour nous, il est important pour ces éléments-là. C'est-à-dire que souvent, par exemple, on pourrait prendre des décisions à une échelle plus grande qui finalement n'est pas en adéquation avec les besoins des habitants. Et ça nous pose question, et c'est pour ça qu'on pense que ces territoires locaux sont une solution. On a dessiné ces territoires locaux, ils sont à la fois urbains et agricoles. C'était important pour nous qu'il y ait cet équilibre et que la redéfinition finalement de nos territoires locaux implique la redéfinition des territoires agricoles. Ça va aussi avec finalement ce qu'on a vu dans le Covid, puisque avec le télétravail, on a vu des gens qui n'avaient plus la nécessité de venir en centre urbain pour travailler, et donc ça donne aussi une possibilité d'envisager une vie ailleurs que dans des centres, et qui permettent aussi de ce qu'on appelle finalement, ce qu'ils ont appelé dans les médias aussi un exode urbain. Et on se pose la question si finalement cette nouvelle situation ne va pas aussi conforter une forme de vie aussi hors centre urbain, pour ceux qui le désirent, et on va dire surtout pour ceux qui veulent être en lien avec le territoire agricole. Donc, vous voyez aussi sur cette carte, finalement, quelque part, une nouvelle répartition de la densité. Alors, pour bien comprendre, on ne pense pas que cette densité doit être sur les terrains agricoles, on reste dans les terrains existants, mais ce qu'on propose, c'est vraiment une reconfiguration de l'existant. Pourquoi redéfinir les territoires urbains? Parce que ces territoires urbains, là c'est le cas d'un territoire donc périurbain, en frange justement, et ces lieux, en fait, c'est des lieux résidentiels. On travaille fort pour pouvoir vivre là. C'est-à-dire qu'il faut 2 salaires minimum, aller chaque jour en centre urbain pour pouvoir élever ses enfants à la campagne. Et puis, quelle campagne? La question se pose parce qu'ici, on doit vivre avec sa voiture. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a toujours des débordements sur l'espace agricole et on enregistre des pertes toujours importantes de cet espace agricole au profit d'une urbanisation très diffuse. Ce laboratoire qu'on a appelé le laboratoire des nouveaux villages, c'est une expérience menée donc avec en collectif. On va vous expliquer après comment on s'y est pris dans notre processus. Mais ça a été réfléchi donc avec un certain nombre de personnes autour de la table et sur comment finalement on peut agir sur ce territoire. Et voici ce que l'on propose. En fait, ce dessin montre qu'on peut retourner une situation de faire d'eau
à l'espace agricole au profit finalement de faire avec et de faire en cohérence aussi avec l'activité agricole. On voit aussi sur cette image cette capacité de pouvoir densifier ces territoires, mais les densifier qualitativement, c'est-à-dire en amenant des espaces libres, collectifs, partagés, et aussi en relation avec le territoire, et puis avec des nouveaux usages et une forme de redynamisation de ces espaces publics qui auparavant n'existent pas. On pense aussi que la gouvernance de ces espaces, elle peut se produire à plusieurs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gouvernances partagées entre les communes, les habitants et les agriculteurs. Ce qui nous importe ici, c'est que finalement, on ait tout à proximité, qu'on n'ait pas besoin justement d'aller dans les grands centres, plus grands centres, on va dire, tous les jours, pour pouvoir vivre localement. Cette carte montre un peu des nouvelles échelles de gouvernance. Ça montre aussi finalement qu'on aimerait un principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'à chaque question, une réponse, un niveau de réponse. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si je fais une fête de quartier, je m'adresse au voisinage. Si tout d'un coup on fait une réouverture de cours d'eau, on va s'adresser finalement à la gouvernance d'un bassin de vie. Donc ça, c'est vraiment aussi, la commune ne serait plus responsable de tous les engagements des uns et des autres. Un autre aussi apport, c'est vraiment cette question de la distribution du territoire. Il faut que notre territoire soit bien distribué. Alors ce que vous observez sur cette carte, c'est les points. C'est-à-dire que vous avez les grands centres, on les voit, Thonon, Nyon, Genève, évidemment, et on voit d'autres points un peu plus grands qui sont les villages de plus de 5000 habitants. Donc ceux-ci, ils sont aussi importants. Vous les voyez, ils sont aussi liés à cette structure ferroviaire. Et vous voyez aussi des plus petits points que sont les villages de notre agglomération. Et ce qui nous intéresse ici, c'est cette constellation. C'est cette constellation, et vous voyez aussi qu'elle est reliée par un réseau fin de mobilité douce qui permet finalement d'utiliser le vélo, et qu'à une demi-heure de vélo, on se trouve un peu tout ce dont on a besoin aussi à proximité pour éviter des déplacements motorisés. Dans cette image guide, en fait, voilà, on retrouve dans cette image guide, on retrouve finalement, c'est pas la bonne. Ah, si. On retrouve finalement une inversion de la. Donc on comprend que voilà, il y a cette répartition. Tout d'un coup, d'une agglomération qui s'ouvre sur son paysage, tout en gardant sa production et sa vitalité. Ça, je te passe. Le deuxième concept, c'est la dimension des communs. Vous l'avez certainement entendu au workshop numéro 2, on vous présentait la notion de communaux. Des communaux qu'on mettait principalement au niveau des franges. Alors vous allez me dire aujourd'hui, mais les communs, ça existe déjà, c'est pas un concept nouveau. Mais justement, on ne vient pas ici pour inventer, innover, mais justement pour révéler des outils ou des gouvernances qui existent déjà. C'est un système de gouvernance ancestrale, c'est des acteurs proches du territoire qui prennent des responsabilités pour la gestion des ressources, pour la gestion des espaces. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore des communaux, des communs aujourd'hui, ce sont les alpages. Vous avez certainement dû entendre parler des communautés d'alpage. Et ça, c'est des cas d'exemple intéressants. Et justement, ça appuie là-dessus. Et puis, on se rend compte avec ces communs que ça peut être un substrat, en tout cas, pour mieux gérer nos ressources, mieux les partager, éviter le gâchis, limiter la consommation sur le territoire.
Et puis, il y a une chose intéressante, vous avez certainement dû entendre parler de ces économies alternatives qui commencent à apparaître, c'est l'économie de partage, l'économie de fonctionnalisme, l'économie collaborative. On pense que ces communs peuvent être un substrat idéal, justement, pour que des gens se réunissent pour développer ces nouvelles formes d'économie. Vous avez certainement dû entendre parler de cette économie de partage, l'image de la perceuse qu'on partage dans l'immeuble. En fait, on n'a pas chacun notre perceuse, mais on a une perceuse pour l'immeuble et on se la distribue. Ça évite quoi? Le consumérisme, le matérialisme, et puis ça, justement, limite tout gâchis et encore tout impact sur l'environnement. Et puis, il y a cette carte. On s'est dit, mais comment finalement ces communs peuvent se mettre en place sur le territoire? Est-ce que l'ensemble du territoire devient commun? Et finalement, on s'est dit que l'endroit, le substrat idéal, c'est tout d'abord dans le tissu urbain. C'est la légende grise. Là-dedans, dans votre immeuble de tous les jours, vous avez des pièces communes que vous pouvez partager avec votre voisin. Vous avez une chambre commune qui vous permet d'accueillir vos parents pendant les périodes de fêtes de Noël, de fêtes de fin d'année. Et puis, il y a aussi les communs dans la cour d'îlot, dans l'îlot, où on peut végétaliser, planter et commencer à cultiver un peu ses tomates ou encore sur la toiture. Ensuite, il y a une nouvelle, c'est l'idée des communaux, c'est la frange. C'est les communs qui se mettent en place entre l'espace urbain et l'espace rural. Et justement, on veut que ces nouvelles franges, elles ne prennent pas en brise sur l'espace rural, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nos terres arables, elles ont fortement diminué, mais que ces franges, qu'on appelle des communaux, des communs, elles puissent réinventer nos périphéries urbaines et remettre de nouvelles centralités sur nos contours et amener surtout du multifonctionnalisme, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, ça a été évoqué ce matin, c'est monofonctionnel, c'est ces tissus industriels, ces tissus pavillonnaires, ces tissus dortoirs, finalement, qui vivent très peu. Et puis, il y a les nouveaux villages, Nathalie l'a très bien souligné, c'est les couronnes. Les couronnes, c'est la relation entre le village et les terres agricoles. C'est un verger, c'est une filière agricole qui s'installe. C'est ces éléments-là qui sont importants. Puis on a flippé, entre guillemets, parce que quand le Covid il est arrivé, on dit mais finalement le concept de commun il n'a plus son sens, on nous a tous confinés d'un peu dans notre coin, et puis au fond le commun ça réunit les gens, et est-ce que ça tient toujours? Donc on allait voir une équipe au HUG, des spécialistes, justement propres aux épidémies et au contexte dans lequel on était, et on leur a posé la question. Et en fait, ils se sont dit, mais les communs, c'est juste fondamental, parce que vous avez tous entendu parler de ces faits divers ou des violences familiales, des violences conjugales, du fait d'un confinement et de ne pas pouvoir prendre l'air. Et puis, en fait, on se rend compte qu'une pièce commune dans un immeuble, ça permet justement de prendre l'air, de se distancer un peu du foyer familial, de voir d'autres personnes. Et puis, ça permet aussi à votre voisin de voir si tout va bien chez vous. Donc, tout à coup, la pièce commune prend tout son sens. Et c'est justement les médecins qui nous ont dit que c'était important pour les classes sociales fragiles qui se retrouvent souvent à 5 dans un appartement de 80, 50 mètres carrés. J'exagère peut-être, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis, ils ont révélé une autre chose qui était assez belle, c'est de dire, mais les autres communs, pour nous, c'est les espaces publics. Et ils ont dit que ce qu'on a oublié dans le confinement, c'est de dire aux gens qu'il fallait qu'ils sortent pour qu'ils respirent et qu'ils renouvellent l'air de leurs poumons. Parce qu'en fait, dans le confinement, vous êtes dans une aire putréfide, entre guillemets, qui fait que de rester dans votre appartement. Donc l'espace public peut aussi devenir un commun. Et ça, c'est une idée géniale, parce que l'espace public peut aussi être géré par des communautés d'agglomération, et donc remet aussi la gouvernance à des échelles plus propres, plus fines. Vous vous rappelez de cette image du workshop numéro 2, c'est cette idée que finalement aujourd'hui on prend de plus en plus de place et ces espaces communs qui se réunissent. En 1990 c'était 35 mètres carrés en moyenne, en 2019 on a 55, demain qu'est-ce qui nous attend? Donc l'idée des communs c'est d'essayer de retrouver une occupation de l'espace un peu plus fine aussi. Et puis ça renvoie à ces laboratoires de voisinage. En fait, on a voulu des laboratoires qui soient banals. On ne voulait pas des exceptions sur le territoire. C'est des laboratoires qui peuvent prendre place sur l'ensemble. C'est des cours d'îlots. Là, l'idée, c'est la cour d'îlots. Vous en avez à Thonon, vous en avez à Douvaine, vous en avez à Bellegarde, vous en avez à Genève, vous en avez à Annemasse ou encore à Nyon. Et en fait, la cour d'îlots, aujourd'hui, c'est intéressant. Vous connaissez tous l'image de la cour d'îlots qu'on a. C'est
une privatisation en fait des petits jardinets. Souvent ça s'est terminé en dalle béton et puis ou même en parking. Et ça a complètement imperméabilisé. Et là on a réuni des gens, des habitants, des acteurs et on leur a dit mais qu'est-ce qu'on ferait ici dans un îlot comme ça, comment il pourrait évoluer? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'ensemble de l'atelier qui a fait dire qu'il fallait qu'on plante le cœur parce qu'ils avaient envie de jardiner, envie de transmettre la notion de la terre, de la nature à leurs enfants. On n'a pas besoin d'aller à la campagne pour parler de nature et encore de campagne. On peut le faire en ville, mais sauf qu'il faut avoir le courage de faire ces genres d'espaces communs pour pouvoir planter. Ça, c'est un exemple, mais je pense qu'on peut finalement encore continuer à décrire cette approche-là. Pardon. Et puis, ça renvoie à la notion d'image guilde. Finalement, vous voyez, il y a ces alpages aussi qui sont importants, qui sont une répartition des communs sur les altitudes. On a les franges qui font la relation avec le voisinage. Mais ces voisinages, ces communs, en fait, sont un substrat important pour mettre en valeur nos ressources. On peut y installer des filières, on peut y installer des gens qui développent des nouvelles économies. Alors on a eu des échanges intéressants avec Sébastien Marot, et puis c'est cette phrase qui nous est aussi restée, qui dit que le siècle à venir n'est plus à l'extension des territoires, mais à leur approfondissement. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui nous a bien aidé aussi dans notre approche. Et puis, finalement, on dit, voilà, on vous propose d'aller vers un alterfonctionnalisme. Qu'est-ce que c'est qu'un alterfonctionnalisme ? En fait, on s'est rendu compte que le modèle du 19e siècle fait fonctionner uniquement le modèle de l'industrie, donc celui de la voiture. Et en fait, l'alterfonctionnalisme fait fonctionner le modèle des écosystèmes, de la nature, quelque part. Donc, c'est un changement de paradigme complet et illustré peut-être par cette image qui montre finalement que l'eau de pluie qui tombe sur une toiture va être récupérée, valorisée, va être répartie, diffusée dans une fosse de plantation. Donc de l'eau, de la terre, on a des bonnes conditions pour planter, et cet arbre produit des services écosystémiques et apporte de l'ombre aussi et de la qualité à l'espace public. Voilà ce genre de plus-value sans cesse amenée dans ce système d'alterfonctionnalisme. Pourquoi on en a besoin de cet alterfonctionnalisme ? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 10 points du quartier durable qui fonctionne bien, développé par WWF par exemple. Et voilà, moi ça m'est arrivé de me promener dans des quartiers dans lesquels je pouvais cocher effectivement 10 cases complètes. C'est vrai, ils ont tout réussi. Mais par contre, si je me promène dans ce quartier, ben, je n'ai pas envie d'y vivre. Donc, comment on fait autrement ? Comment on arrive à passer ça et à réussir à faire que chaque élément remplit plusieurs fonctions et que chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Nous, notre clé, en fait, elle est là, et elle est là, elle est la collaboration. Nous seuls, on n'est pas du tout capable de répondre à des enjeux aussi importants, et c'est ça aussi, tout au long de notre étude, on a consulté, on a discuté, on a échangé, on a collaboré. Et puis, on a fait un processus de travail. On n'était pas tout seul. La Team Academy, les étudiants de la Team Academy nous ont aussi aidés à construire un processus qui serait le nôtre et dans lequel, vous voyez, il y a ces 4 axes, nos 4 axes qui y sont. C'est-à-dire qu'on a fait travailler toutes des personnes, des compétences variées autour de sujets de notre étude, et on a suivi un processus. Donc on n'est pas tout seul, on fait confiance au processus et on est en écoute et on est en attente de réponse. Ça, c'était vraiment aussi cette attitude qui a été la nôtre et qu'on trouve qui peut faire de l'alterfonctionnalisme. Donc
on a bricolé, on a eu du plaisir aussi à échanger et en fait, en quelques heures, on arrivait à des résultats juste incroyables, en tout cas qui nous ont motivés énormément. Qu'est-ce que nous proposons? On revient sur le laboratoire des voisinages. Comment cet alterfonctionnalisme fonctionne, comment on l'observe dans cette image? Dans cet îlot, il y a des logements, mais il y a aussi une école. Cette école, elle n'est pas utilisée le soir, elle n'est pas utilisée le week-end, ni pendant les vacances. Comment, finalement, on arrive à faire des synergies entre les habitants qui ont besoin d'espace et cette école? Comment on peut travailler dans cet îlot sans devoir prendre ou même un transport en commun ou même une voiture? Comment on arrive à travailler, à s'arranger aussi dans ces espaces de coworking? Comment on peut produire aussi en ville et pas juste produire à la campagne? Pour cette image guide, ce qui est important, c'est c'est cultiver le sol et pas la plante. C'est un peu un message aussi pour cet alterfonctionnalisme, c'est que peut-être que ce qu'on vise, c'est pas le bon problème. Et puis aussi faire de la circularité, ça veut dire aussi créer finalement une forme d'écosystème aussi dans cette agglomération. Une autre approche de l'alterfonctionnalisme, c'est aussi comment on fonctionne autrement. Pourquoi on doit toujours tout construire, tout remplir, tout finir? Et nous, on se pose la question qu'en tant qu'urbaniste, on n'est pas de laisser finalement de la place aux générations futures et de penser aussi, de se mettre un peu en modération par rapport à nos besoins et essayer aussi toujours de faire du plus, mais pas tout. Et donc laisser des espaces à disposition. Le quatrième et dernier concept, c'est la notion de biorégion. Et cette iconographie de Jay Kinney date des années 80. De nouveau, on ne réinvente pas un système, on ne réinvente pas un concept. En tout cas, cette image-là, elle est très inspirante pour nous, parce que vous voyez que tout d'un coup, vous êtes la famille, le foyer familial, il est à proximité, il fait partie intégrante de l'écosystème de son environnement. Vous avez la rivière qui rentre par la fenêtre et qui sort par la porte. Vous êtes la famille qui est en relation avec les vergers, les oiseaux qui sont en périphérie. C'est ça, en fait, l'image. Et nous, on milite pour une notion de biorégion. Pourquoi ? On critique le territoire, les limites politiques qu'on a aujourd'hui, et on milite plutôt pour des limites géographique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est nos montagnes, le lac qui dessinent ces différentes limites ici. Et ce qui est important là-dedans, c'est de dire que tout ça, nous, on fait partie de cet écosystème-là. Un autre élément important lié à ça, c'est que ça renvoie à la notion de service écosystémique. Alors je suis un peu malheureux aujourd'hui parce qu'en fait tous nos verts et tous nos jeunes n'apparaissent pas, donc vous ne voyez pas nos campagnes ressources, vous ne voyez pas nos forêts, mais ce n'est pas grave, vous avez le discours, on pourra vous le présenter un peu plus tard tout au long de la journée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a nos charpentes paysagères, les pénétrantes, les maillages, c'est un patrimoine qu'on a hérité de nos aïeux et de nos aînés. Pour ceux qui sont urbanistes, pour ceux qui sont architectes, ils connaissent très bien ces outils-là. L'idée, c'est de les renforcer, de les prolonger, de les tirer sur l'ensemble du Grand Genève. Et quel avantage? C'est les services écosystémiques, c'est l'approvisionnement, c'est la régulation, c'est le socio-culturel et aussi le soutien. Le soutien, c'est l'absorption du carbone. Ça nous rend des services. Il y a défaut, et quand on critique cette approche, en fait, quand on regarde aujourd'hui nos plans d'urbanisme, malheureusement, on regarde nos plans d'urbanisme uniquement d'une façon d'urbaniser, de construire. On regarde que le gris, la manière dont il prend en prise. Et ce qui est intéressant, c'est juste un moment d'ouverture, c'est cette carte de Zurich, c'est la Kalt Luft System. La Kalt Luft System, c'est la carte des airs frais. Pourquoi demain, nos cartes d'urbanisme ne prendraient pas en compte les services écosystémiques plutôt que de dire des zones à bâtir, plutôt que de montrer des zones à bâtir ou encore des routes à construire? Et peut-être que c'est ça l'idée de demain, de planifier autrement et de concevoir une biorégion construite et fabriquée à travers de nouveaux outils pour mieux planifier et mettre en réseau.
Et ça renvoie, par exemple, mais l'idée là, c'est pas non plus, quand on parle de biorégion, l'idée c'est pas de mettre du vert partout, de peindre en vert pour qu'on absorbe bien le carbone. C'est des réflexions et des discussions qu'on a eues. On a eu autour de la table sur un laboratoire, le laboratoire Alpage, des services de l'ONF. Et on leur a dit quel est l'état de la forêt aujourd'hui dans le Grand Genève. Ils nous ont dit qu'aujourd'hui ils sont sous-exploités, les forêts. La forêt, chaque année, elle avance de 24 hectares sur les parcelles agricoles. Et puis l'autre problème, c'est qu'il y a à peu près 300 000 propriétaires forestiers, c'est-à-dire des privés qui sont propriétaires de forêts, mais qui ne le savent pas. Donc l'ONF ne peut pas exploiter ces forêts, donc ça devient des forêts vieillissantes, et puis ces forêts vieillissantes ne jouent plus, par exemple, leur rôle de protection. Donc vous voyez comme quoi l'écosystème, il est fragile, et puis en même temps, quand je parle au charpentier pour construire un chalet ou autre, il nous dit qu'il fait importer du bois qui vient de l'Europe du Nord. Donc vous voyez un peu tout le paradoxe dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on a de l'ONF qui n'arrive pas à exploiter les bois, on a des charpentiers qui font venir du bois d'en haut, et puis des filières qui complètement s'effondrent sur elles-mêmes. Et là, c'est l'idée, finalement, de dire que la notion de biorégion, c'est un équilibre d'écosystème. C'est pas la forêt contre la campagne, mais tout ça, c'est un équilibre. C'est pas la forêt contre l'alpage, parce que vous savez tous que nos alpages ils diminuent aujourd'hui complètement, mais vous vous êtes rendu compte que ces alpages, pendant la période du Covid, c'est les nouveaux spots de tourisme. C'est les spots de tourisme local. Si on ne peut plus se déplacer, enfin c'est ce que ça nous a montré, ça nous a remontré ou re-questionné sur notre manière de faire du tourisme, c'est-à-dire revenir finalement sur des lieux d'alpage où on peut développer d'autres formes de tourisme. Et ça, c'est intéressant. On a parlé avec des spécialistes du tourisme. Aujourd'hui, la tendance, c'est un tourisme expérimental. C'est-à-dire que vous avez le cadre de Genève qui vient, qui préfère aujourd'hui, plutôt que d'aller à Ibiza, il préfère monter à l'alpage, traire des vaches, nettoyer les tables et discuter avec l'agriculteur pour savoir comment lui produit son fromage, comment il le vend. Et d'un coup, ce qui est intéressant, ça donne une dimension multifonctionnelle. C'est-à-dire que votre agriculteur, il ne produit plus, il ne fait pas que de produire, il sensibilise, il fait du tourisme et il augmente finalement son rayon, son chiffre d'affaires. En fait, il n'est pas uniquement sur la production, mais il est sur d'autres canaux et donc il s'assure finalement une pérennité de son activité. Et puis, bien sûr, ça renvoie aussi, on pourrait vous expliquer ou en tout cas vous démontrer la notion de ressources et la biorégion à travers les campagnes, à travers la question de la consommation des ressources à proximité, mais vraiment ce qu'on ne voudrait pas arriver, on ne voudrait pas tomber dans l'écueil d'un territoire autosuffisant. Par contre, on voudrait plutôt dire qu'il y a une réorientation, et ces réorientations, elles doivent se faire avec des nouvelles filières. Je pense que ce qu'il est important, c'est d'encourager finalement l'installation d'un silo à grains, l'installation d'une meunerie, d'un abattoir ou autre, mais bien réparti sur le territoire. Pardon. Alors, malheureusement, il n'y a pas le vert et le jaune, mais ce qui est important là-dedans, c'est de voir que finalement, on cherche un territoire équilibré, des campagnes qui sont complètement équilibrées sur ce territoire, avec des alpages qui sont en haut, et de temps en temps des communs qui font les relations entre tout. Mais surtout, il est important, c'est que ces ressources, en fait, elles doivent gérer et éviter la conurbation. Parce que nous, notre avantage, finalement, sur le Grand Genève, c'est qu'on est sur une métropole campagne. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de métropoles qui peuvent se vanter de dire qu'on est à 20 minutes d'une campagne, à 20 minutes d'une rivière, à 20 minutes d'une forêt. Et vous l'avez vu pendant la période du confinement, à quel point c'est essentiel de pouvoir prendre une bouffée d'air dans ces éléments de ressources. Et donc la biorégion est pour nous un élément fondamental. Donc voilà les 4 orientations pour notre territoire de demain. Cet archipel, les communs, l'alterfonctionnalisme et la biorégion. On voit qu'il y a des orientations spatiales, c'est les 2 extrémités, et puis on voit qu'il y a des orientations de processus. Ça, c'est aussi quelque chose que nous, urbanisme, on doit aussi travailler tous ensemble avec d'autres pour pouvoir faire fonctionner ces processus. Et pour cela, il faut vraiment une bienveillance et puis aussi une forme de mettre de côté aussi son ego. Le territoire de demain, pour nous, donc vous voyez, c'est vraiment c'est des campagnes, enfin une agglomération, on va dire, qui tient debout grâce à ses ressources. Ça, c'est quelque chose qui nous est cher, qui finalement, avec ces campagnes,
ont un cœur de production et d'échange, qui font une circularité et qui apportent aussi des nouvelles perspectives d'inversion. Et aussi cette reconfiguration finalement des tissus urbains existants. Et pour cette politique, pour finir, on a besoin finalement d'une politique urbaine forte. Et cette politique urbaine, on lui demande, enfin, on a quatre idées qui nous paraissent être importantes. Dans ces situations de crise, de descente énergétique, on a dit, voilà, on va faire face à des crises. Pour faire face à des crises, il nous faut de l'espoir. Il faut qu'on se crée finalement de l'espoir et qu'on s'offre des possibles. Donc, on revient à ces espaces qui sont non constructibles, dans lesquels finalement chacun peut s'investir. Je prends l'exemple juste des squats à Genève dans les dernières décennies, qui ont été un lieu de potentiel créatifs et alternatifs qui ont permis des développements incroyables. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut des outils d'urbanisme nouvelle génération. On en parle avec nos confrères. Aujourd'hui, faire de l'alterfonctionnalisme avec les lois qu'on a, c'est pas possible. Parce que finalement, on a des lois qui sont faites par des juristes et qui contrent les retours des habitants. Or, nous, on ne veut plus être contre les habitants, mais on veut être avec eux. Donc, dans ce sens-là, il faut changer, on pense que c'est important de changer nos lois et de les simplifier drastiquement. Parce qu'on a besoin de faire des tests, on a besoin de tester le territoire, on ne peut pas avoir la bonne réponse tout de suite. On a vu, avec le Covid, on a mis en place des voies cyclables provisoires qui vont être pérennisées. Les essais, c'est toujours des choses à tester et qui peuvent être intéressantes. Et puis enfin, il faut que le citoyen et les habitants finalement se responsabilisent aussi pour le développement du Grand Genève. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je remercie aussi toute l'équipe avec qui c'était agréable de travailler. Merci. Merci Nathalie, merci à toute l'équipe. Donc en effet, on parle d'une coopération. Harari parle d'une espèce humaine hyper coopérative, c'est pour ça qu'on est là où on est. On peut peut-être aller plus loin grâce à cette hyper coopération que vous suggérez. Alors, questions, commentaires, critiques? Robert Kramer. D'abord, merci pour votre présentation. Et je dois dire que la plupart des choses que vous avez dites... Robert, un instant, Oui. il y a la lumière qui va s'allumer sur... Il y a une lumière qui s'allume. Comme ça, c'est comme une espèce de Saint-Esprit qui va descendre comme ça. C'est Voilà, ça la lumière. Bon. Voilà, elle est arrivée. Alors, à toi. je leur dis une deuxième fois merci pour votre présentation. Elle est très stimulante. Il y a beaucoup de choses que vous avez dites que je trouve qui ouvrent des pistes vraiment très intéressantes. Alors, je vais tout de suite aller sur le point où j'aurais souhaité avoir plus de développement. C'est votre premier point, c'est cette histoire d'archipel. Parce que ça va assez à contre-courant de beaucoup d'autres choses que l'on peut entendre. L'îlotage, ce n'est pas réputé comme étant très bien. Mais surtout derrière, à part les slogans, ça veut quand même dire quoi? Une maison individuelle, ça consomme 4 fois plus qu'un habitat collectif. C'est absolument impossible d'organiser des transports publics de qualité quand les gens se trouvent un petit peu partout, etc. Donc, est-ce que... et puis, au fond, vous imaginez cet archipel comme un archipel vertueux que vous arriverez à contenir, qui ne va pas déborder sur la zone agricole, qui ne va pas miter le paysage, qui ne va pas avoir des conséquences désagréables sur une agriculture de proximité. Mais ce ne sera pas si simple que ça de l'obtenir. Donc est-ce que là, vous ne prenez pas un grand risque avec l'archipel pour sacrifier finalement à la volonté de faire plaisir à quelques-uns qui auront peut-être une bonne qualité de vie
mais au détriment d'un projet collectif? Alors déjà, merci pour la question. On voit aussi la situation, aussi, on l'a entendu ce matin, d'une forme il n'y a plus d'acceptation finalement d'une densité dans les territoires urbains compacts. En tout cas, donc nous, ce qu'on préconise quelque part, alors que ce qu'on a observé, en tout cas, c'est que les tissus qui sont existants en campagne sont plutôt lâches, plutôt privatifs, et puis que finalement on a fait beaucoup de densification de l'intérieur dans le territoire urbain, et que finalement on garde la même politique de densification de l'intérieur, sauf que on l'envisage aussi dans les nouveaux villages. Et donc la même, on va dire que c'est la même politique, sauf qu'elle est répartie, et pour aussi trouver un équilibre. Mais cette façon d'habiter dans les nouveaux villages, on ne la veut pas la même que dans les voisinages, puisqu'elle doit être en coopération avec l'agricole. Et c'est cette coopération-là qui est intéressante. Et ce qui nous paraît importante, c'est justement, mais ça doit rester, vraiment, nous, notre position, c'est vraiment de reconfigurer. Voilà. On pense que déjà pour la transition énergétique, construire des nouveaux bâtiments, il en faudra, hein, mais il faut qu'on pense à la rénovation urbaine. On ne peut pas faire des Porsche qui ne consomment pas d'énergie, en fait, vous voyez ce que je veux dire, avec des bâtiments qui sont des passoires, qui ne fonctionnent pas, et puis, ou des petites villas qui vont prendre un territoire fou. Je veux dire, occupons-nous de ce qu'on a, et ça, c'est ça qui est le plus important pour nous. Et on pense vraiment qu'en travaillant cette transformation, on sera beaucoup plus, avec les communs, notre clé de commun, on arrive finalement à accueillir plus d'habitants et une meilleure qualité de vie. Je me permets juste de rajouter sur ce sujet avec les notions la notion d'archipels locaux, c'est que ce matin on a aussi parlé des frontaliers, et vous voyez un peu ces frontaliers qui viennent tous les matins au centre-ville de Genève et qui rentrent le soir. Mais quand vous regardez un peu leur rythme de vie, c'est le matin ils partent à 6h et le soir ils rentrent à 20h. Je peux vous dire, je fais partie de ceux-là, j'ai pas de vie sociale dans mon quartier. Je ne vois pas mes voisins. Le seul voisin que je vois, c'est dans l'ascenseur, et c'est pour échanger 5 minutes sur la question de la météo. Depuis qu'il y a la question du Covid, j'étais forcé de rester à la maison, j'ai enfin pu reconnaître mes voisins, échanger avec mes voisins, pouvoir peut-être développer un projet avec mes voisins, et une dimension sociale. Et c'est ça que ça amène, en fait, ces archipels de territoires locaux. Ça répartit, ça distribue les champs. On parle d'évolution et d'augmentation de la démographie. Comment on va gérer ces nouveaux gens qui vont arriver? Il faut les répartir sur le territoire. Alors je dis, il y a une chose qu'il faut vraiment marquer. Il faut garder notre identité, la métropole des campagnes. Il faut qu'on protège nos terres agricoles, parce qu'il y a une grosse érosion des terres arables. C'est ce qui va nous nourrir demain, c'est ce qui va nous amener de l'air frais, c'est ce qui va purifier notre eau. Et ça, il faut qu'on le protège. Et donc la question des archipels de territoires locaux, c'est aucunement pour croquer finalement des territoires qui sont ailleurs. Au-delà, c'est plutôt pour amener de la vie, plutôt que des cités dortoirs dans les périphéries. Merci pour ce point très clair. Au fond, là, je vois une question. Oui. Walter Wetterlich. Je vous remercie aussi infiniment pour votre présentation très stimulante. Au fond, vous basez beaucoup votre modèle, votre projet sur une armature agricole extrêmement forte. Enfin, c'est comme ça en tout cas que je l'ai compris. Vous m'entendez? Oula. Je dois avoir des mauvaises énergies. Ça va mieux? Je recommence. Donc, je vous félicite pour cette présentation très stimulante. Et ce que je voulais dire, c'est que décidément, ça recommence. Je recule. Vous misez, ça doit être le stylo. Vous misez votre stratégie sur une armature agricole extrêmement forte. Hein, vous avez parlé d'agropastoralisme, vous avez parlé d'organisation des franges entre les villages et l'espace rural. Or, en fait, tous les indicateurs montrent qu'on va avoir une déprise, que la déprise se poursuit.
qu'on a un manque d'animaux, qu'on a un manque d'agriculteurs, qu'on a un manque d'éleveurs. Et moi, je ne vous ai pas vraiment entendu sur comment vous entendez renforcer cette armature agricole pour que votre modèle fonctionne. Donc je ne sais pas si vous avez des réponses à ce sujet, mais je serais intéressé à les entendre. Aujourd'hui, peut-être sur nos deux territoires, pour hériter d'une exploitation agricole, il faut avoir, en France en tout cas, il faut avoir un papa ou une maman agricultrice. Même si aujourd'hui c'est plus facile, il faut faire un baccalauréat et vous avez des prêts à taux zéro. C'est compliqué aujourd'hui d'hériter d'une exploitation agricole. Et encore là, quand vous l'héritez, vous continuez à produire le même schéma que vos parents qui mettaient de l'engrais ou du phytosanitaire. Mais ce qui est en train d'arriver, ce qui est intéressant, c'est les nouvelles générations. Aujourd'hui, vous avez certainement dû entendre parler de la notion de permaculture. C'est des jeunes générations qui ont l'ambition de transformer l'agriculture et d'amener une agriculture qui est dans la notion de cycle, la notion d'écosystème. Et je pense qu'il est là le renouveau de l'agriculture demain. Et pour justement engager de l'agriculture, parce qu'aujourd'hui le reblochon qui est produit dans le Bas-Chablais, il va à Rungis, il ne va pas à Genève. Et le problème, c'est la notion des filières. C'est des filières locales pour pouvoir distribuer. C'est de proposer aux agriculteurs des autres moyens de distribution. C'est ça qui manque aujourd'hui. Et si vous voulez revitaliser l'agriculture, c'est sur ce point-là. Et je pense que la question de la forêt, c'est le même schéma. Et oui, c'est une armature importante du projet. Aujourd'hui, c'est ce qui nous fait vivre, en tout cas ce qui nous fait respirer et ce qui nous fait manger. Alors c'est ce qui est important aujourd'hui. Oui, c'est les campagnes, c'est la notion de ressources. Et on a milité sur les 3 workshops. Merci beaucoup. Une dernière question avant de commencer de partir sur l'équipe suivante, s'il y en a. Je pense que vos points étaient très clairs. Merci beaucoup. Très bien. Merci à toute l'équipe.